Avant, il y avait pour créer des parts de SCPI, il y avait un montant minimum, je crois que c'était 150 €. Aujourd'hui, il y a plus de montant minimum, donc on peut vraiment faire, ce que l'on veut. On peut investir 1 € Un si euro, on ouais, pour ta voulait, part par de semaine, SCPI. par mois, par jour, je ne sais pas. On a eu 19 créations de SCPI en 2024, donc vous voyez, c'est très dynamique. Les SCPI sur 40 ans, c'est 7,5%, donc ça veut dire performance plus le revenu distribué. Voilà, moins performant que les actions, bien entendu, mais en revanche, beaucoup moins risqué et beaucoup moins volatile. Ce qu'aiment bien justement les particuliers à travers ces produits SCPI ou SCI ou autres, c'est de pouvoir bien sûr toucher du revenu et de pouvoir préparer la retraite. C'est un très bon outil pour ça. Donc vous achetez une part de votre patrimoine diversifiée directement, alors que si vous étiez en direct, vous ne pouvez pas acheter à la fois un entrepôt logistique, un hôtel et puis un immeuble de bureau. Là, ça vous permet justement une bonne diversification sectorielle et géographique. Bienvenue dans Secret d'investisseur, l'émission qui décrypte les meilleurs placements pour faire fructifier votre argent et bien gérer son patrimoine. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier non coté. On va voir comment on peut investir dans l'immobilier, autrement que l'immobilier physique qu'on connaît tous en achetant un appartement locatif par exemple. On va voir les différents placements possibles, on va voir leurs avantages, leurs risques, on va voir les tendances aussi sur ce marché. Et pour en parler, je suis avec Frédéric Boll, président de l'ASPIM. Bonjour Frédéric. Bonjour, monsieur. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer aussi ce qu'est l'ASPIM? Alors, donc Frédéric Boll, effectivement président de l'ASPIM. Moi, j'ai un parcours financier au démarrage de ma carrière. Puis ensuite, j'ai évolué vers l'immobilier il y a une vingtaine d'années, notamment en créant une société de gestion de portefeuille. Et puis, j'ai développé une offre de produits immobiliers. Cette société continue d'exister. Mes pairs m'ont demandé de prendre la présidence. Alors, c'est ma deuxième présidence en réalité. J'ai déjà été président de l'ASPIM de 2016 à 2020. J'avais fait 2 mandats. Et puis là, je refais un mandat depuis juin dernier pour présider aux destinées de l'ASPIM avec les membres adhérents de l'ASPIM. Alors l'ASPIM, c'est quoi? C'est une association professionnelle qui regroupe en fait les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent les portefeuilles en immobilier non coté. Donc ça représente à peu près 114 membres adhérents, donc 114 sociétés de gestion. Donc vous avez des très grosses sociétés de gestion très connues, je ne vais pas les citer là parce que j'en oubliais et après on m'en voudra. Des sociétés de gestion plus moyennes et des petites sociétés qui se sont créées récemment, des startups. Donc on a à peu près tout le type de profil dans ces sociétés de gestion. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des membres correspondants, des experts correspondants, une trentaine qui viennent nous éclairer sur des sujets aussi bien juridiques, ça peut être des avocats, comptables, avec des experts comptables, voilà, et dans différentes matières. Quand on a besoin, on a une sorte de vivier d'experts qui, en adhérant à l'ASPIM, nous permettent d'apporter des réponses pour nos adhérents. Alors du coup, immobilier coté, il doit y en avoir pas mal qui connaissent notamment le produit SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Il n'y a pas que ça dans l'immobilier coté. Juste avant de parler un petit peu de ce qu'est l'immobilier coté, quel est le rôle juste de l'ASPIM? Est-ce que c'est de représenter les différentes sociétés de gestion? Exactement. En fait, notre rôle, c'est de pouvoir défendre les intérêts de la profession. Comme vous avez d'autres associations professionnelles, je peux citer l'AFG par exemple, ou France Invest, connu dans le private equity par exemple. Donc notre rôle, c'est bien entendu, c'est de défendre cette profession, c'est-à-dire à la fois quand on a des nouvelles réglementations, soit qui viennent de l'Union européenne, soit qui viennent de l'autorité des marchés financiers par exemple, c'est d'interpréter, c'est aussi de dialoguer avec les autorités de régulation, et c'est de pouvoir aussi décrypter, déchiffrer, faciliter la vie des adhérents pour répondre au mieux à cette réglementation-là. Ok. Et alors c'est très intéressant aussi votre site internet, il y a pas mal de statistiques sur notamment les SCPI. Alors on va en reparler. Rentrons peut-être dans le vif du sujet. C'est quoi finalement l'immobilier non coté justement? Comment ça fonctionne? En fait, vous voyez les OPCVM, ce sont des OPCM mais pour l'immobilier. Donc, en fait, ce sont des fonds collectifs. Et dans ces fonds, les sociétés de gestion de portefeuille donc, investissent dans l'immobilier directement en achetant de l'immobilier aussi bien de l'immobilier de bureau, immobilier de logement, résidentiel. Ça peut être de l'immobilier de santé, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être la logistique. Enfin,
toutes les formes d'immobilier que l'on peut imaginer sont gérées à l'intérieur de ces outils, de ces enveloppes. Et donc, l'investisseur particulier, s'il veut investir, il peut acheter à travers ces enveloppes de l'immobilier finalement en indirect. Alors certains parlent de pierre-papier, j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'en réalité, c'est juste une sorte de copropriété, d'accord, de patrimoine immobilier. C'est ça qui caractérise les fonds immobiliers. Alors, vous avez différents types de formes juridiques de ces enveloppes que j'évoquais. Vous avez ce qu'on appelle les OPCI, qui sont les organismes de placement collectif immobilier, en fait, qui peuvent investir jusqu'à 60% en immobilier. Ce qui les distingue, c'est que 40% du portefeuille est investi sur des produits dits liquides, ça veut dire des valeurs mobilières de manière classique, ce qui peut, dans certains cycles, amortir les crises ou dans d'autres cycles, je dirais malheureusement, quand il y a eu des belles performances sur le marché immobilier, il n'en captera qu'une certaine partie. Ça peut apporter de la liquidité aussi, j'imagine. Ça apporte plus de liquidité, acheter et revendre effectivement, plus comme facilement. produit, racheter, effectivement, revendre plus facilement. Et la fiscalité équivalente aux OPCVM, c'est pour ça que je parlais d'OPC tout à l'heure, puisque c'est le régime fiscal des valeurs mobilières qui va s'appliquer. Puis vous avez les SCPI, c'est l'autre forme juridique. On va dire que c'est une forme un peu comme la SCI, c'est-à-dire que vous avez le sous-jacent bien sûr immobilier, comme pour l'OPCI, sauf qu'il investit 100% en immobilier, d'accord, et qu'il va distribuer, dans la plupart des cas, il distribue tous les revenus immobiliers, d'accord, avec la fiscalité de l'immobilier, il va les distribuer aux porteurs de parts, donc aux particuliers qui vont toucher de manière indirecte les loyers perçus à l'intérieur de la SCPI. Puis enfin, vous avez ce qu'on appelle les autres FIA, alors pardon pour le jargon, en fait ce sont les fonds d'investissement alternatifs, et là il faut entendre, en général ce sont des SCI qui sont généralement référencés en unité de compte chez les assureurs. Donc, c'est soit en assurance vie ou plan épargne retraite. En assurance vie, exactement. Ou plan d'épargne retraite. Et ce qu'aiment bien justement les particuliers à travers ces produits SCPI ou SCI ou autres, c'est de pouvoir bien sûr toucher du revenu et de pouvoir préparer la retraite. C'est un très bon outil pour ça. Donc concrètement, on prend l'exemple de la SCPI. Finalement, c'est une société qui va acheter de l'immobilier au titre des investisseurs finalement qui ont investi dedans, qui seront d'ailleurs des associés de cette société. Et donc l'investisseur particulier, il peut acheter ces fonds, ces SCPI en direct ou en assurance vie. Et donc ça, c'est de la pierre-papier, effectivement. C'est une forme alternative finalement d'investissement immobilier, autrement que en direct, en physique, si on achète un appart par exemple. Il y a une dernière forme finalement d'immobilier, c'est l'immobilier coté, où là, ça sera des sociétés d'investissement qui sont cotées en bourse. Qui sont cotées en bourse. C'est une autre forme encore. En fait, c'est deux facettes d'une même pièce de monnaie. Il y a non coté d'un côté et de l'autre côté, c'est coté en bourse. Donc, vous achetez des valeurs qui sont cotées en bourse. Donc, ce sont des valeurs qui, généralement, qui ont une stratégie d'investissement assez spécifique et automatiquement, ça vous expose plus particulièrement à un secteur particulier. Je ne sais pas, ça peut être une foncière cotée sur le bureau ou une foncière cotée sur le logement, etc. Donc, ça peut vous exposer à un segment de l'immobilier en particulier. Il y a plus de volatilité sur le coté que sur le non-coté. Voilà. En revanche, c'est liquide, puisque là, vous pouvez acheter en bourse à n'importe quel moment et vous pouvez revendre à n'importe quel moment. Et c'est la fiscalité des valeurs mobilières, donc des actions qui s'appliquent, ce qui n'est pas le cas notamment pour les SCPI, puisque là, c'est du revenu immobilier qui vous est distribué. Et c'est moins volatile, donc ça veut dire que c'est un rendement plus régulier sur le moyen long terme. C'est ça qui est intéressant. Puis enfin, souvent dans les SCPI, notamment, mais aussi c'est vrai pour les OPCI ou pour les SCI, souvent ce sont des véhicules diversifiés, donc qui vont investir sur différents types de marchés, aussi bien géographiquement, ça peut être en France, ça peut être à l'international. On a beaucoup parlé de l'Allemagne, par exemple, ou le Benelux, ou l'Espagne et l'Italie. Ça peut être aussi d'un point de vue segment, c'est-à-dire un mélange de bureaux, de logements, d'hôtellerie, de logistique, etc. Alors bien sûr, chaque société de gestion et chaque véhicule est différent, il faut bien l'analyser, mais il va vous proposer une diversification. Donc vous achetez une part de votre patrimoine diversifiée directement, alors que si vous étiez en direct, vous ne pouvez pas acheter à la fois un entrepôt logistique, un hôtel et puis un immeuble de bureau. Là, ça vous permet justement une bonne diversification sectorielle, de segments
et géographique. Parlons justement un peu plus des SCPI, qui est le produit un peu majeur dans l'immobilier non coté. Quels sont les différents types de SCPI qui existent aujourd'hui? En fait, vous avez les SCPI de rendement. Ça représente à peu près 95% du marché. Donc ce sont ces SCPI-là qui sont le plus en volume, en nombre de SCPI. Il y a à peu près 120, 130, on va dire, SCPI de rendement. Ça représente en volume un peu plus de 82 milliards d'euros. Donc c'est celle-ci qu'on trouve fréquemment sur le marché. Ensuite, vous avez des SCPI fiscales. Donc vous avez eu des SCPI Malraux. Alors ça existe toujours. Vous avez les Pinel, mais c'est fini depuis le 31 décembre. Vous avez aussi les SCPI de Normandie. Donc Sur qui des vous apportent fiscaux, dispositifs immobiliers. fiscaux, voilà. Mais ça reste... Alors, il y en a pas mal, il y a à peu près 90 véhicules sous cette forme-là. En revanche, en volume, enfin en capitalisation, c'est un peu moins de 3 milliards d'euros. Donc, oui, c'est relativement faible en volume. C'est pour ça que je dis c'est vraiment celle de rendement. Après, vous avez quelques SCPI de capitalisation, mais là, c'est très marginal. Donc voilà, il faut retenir, je crois, les SCPI de rendement. Alors, avant de parler des SCPI de rendement, SCPI de capitalisation, juste, c'est que les loyers vont être réinvestis dans la SCPI Exactement. pour faire monter la valeur du prix de part. Okay. Exactement. Et donc, l'objectif d'une SCPI de rendement, au contraire, c'est de verser... C'est de distribuer le revenu des loyers, en fait, de distribuer le maximum de ces revenus-là au porteur de part, à l'investisseur, à l'épargnant, finalement. Et c'est là-dessus, souvent, il y a des discussions où on voit dans les médias que tel SCPI distribue tant de pourcents sur un an, ou sur des périodes plus longues, bien entendu. C'est surtout ça qui est scruté par les épargnants, par le marché. Alors, c'est un indicateur effectivement important, mais ce n'est pas le seul. La performance, au final, est tout aussi importante, puisque là, c'est non seulement ce que vous avez distribué, mais c'est aussi, ça tient compte de la valorisation de la part, qui peut être positive, ou on a eu des baisses de part, mais la performance tient compte, bien entendu, à la fois de ses revenus et de cette performance. Oui, donc pour expliquer, pour prendre un exemple simple à comprendre, j'investis 100, on me verse tous les ans 5, imaginons 5%. Oui. Mais en fait, si mes 100 dans 2-3 ans valent que 90, bah finalement, il faut prendre la performance globale entre la variation de mes 100, donc du prix de la part, et les distributions que j'ai eues au fil des ans. Alors du coup, vous faites aussi donc chez l'ASPIM des statistiques intéressantes, très intéressantes, avec pas mal d'historiques sur les SCPI. Quelle a été la performance historique des SCPI en moyenne ? En distribution, alors plus récemment, on est autour de 4,5%. En réalité, on est dans une fourchette, quand on regarde sur longue période, on est plutôt entre 4 et 5% sur longue période de distribution. Mais ça dépend vraiment après, si on regarde sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans depuis l'origine. Et après, en matière de valorisation de la part, on était plutôt sur un rythme de 1% d'appréciation de valeur de la part en moyenne, sur très longue période. Par an, oui, tout à fait, à rajouter donc à ces 4 ou 5% de revenus distribués. En revanche, là, il y a eu plutôt récemment, depuis 2 ans, des baisses de valeur de part. Donc, qu'il faudrait ramener sur longue période pour voir à peu près, tout dépend bien entendu, comme pour tout produit financier, à quel moment vous êtes rentré, à quel moment vous allez revendre ou vous faites une situation patrimoniale de votre portefeuille. Après, sur longue période, ce qu'on a constaté, c'est que le marché action fait à peu près 12% de performance, ce qui est la meilleure performance de toutes les classes d'actifs sur très longue période. Donc là, on parle de 40 ans. Les SCPI sur 40 ans, c'est 7,5%. Donc, ça veut dire performance plus le revenu distribué, 7,5% par an. Voilà, moins performant que les actions, bien entendu, mais en revanche, beaucoup moins risqué et beaucoup moins volatile. C'est-à-dire que la performance est beaucoup plus lissée dans le temps que le marché action. Ça, on rappelle aussi donc SCPI, c'est un produit long terme. Oui. Gardez en tête que c'est autour de 8 à 10 ans de détention minimum. Oui, au moins. Et je crois que la détention moyenne d'une SCPI, de part de SCPI, c'est 20 ans à peu près. Oui, c'est à peu près ça. Alors après, on n'est pas allé dans la finesse de la statistique, mais c'est très longue période, effectivement. C'est plutôt une vingtaine d'années. Ouais. Les gens gardent leur SCPI parce que finalement, elles ont cette régularité de rendement. Généralement, c'est que ce sont des personnes qui l'achètent, on va dire, à l'âge adulte. Bon, après, tout dépend. Mais qui préparent leur retraite et qui vont le garder à la retraite parce que ça leur fera des revenus et qui vont le garder même au maximum, on va dire. Après, ça peut rentrer dans le cas d'une succession ou d'autres choses, mais c'est ça l'objectif, très long terme. Comment se sont comportés les SCPI en période de crise, notamment de crise immobilière ?
Alors, en fait, la première vraie crise immobilière qu'ont connue les SCPI, c'était dans les années 90. Le marché n'était pas mature parce que les SCPI existaient depuis quelques années ou dizaines d'années maximum. Et là, il y a eu une crise immobilière assez forte et les SCPI ont été très impactés. Et surtout, ce qu'on a découvert, c'est que on n'avait pas la liquidité immédiate, qu'on pouvait rester bloqué en termes de liquidité. Les outils et les SCPI n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Et on s'est aperçu aussi que finalement, c'était quand il y avait dans le cycle une crise, la SCPI ne sortait pas indemne d'une crise. Voilà. Et aujourd'hui, on traverse une crise depuis 2022, mi-2022 à peu près, une crise immobilière. Donc cette crise immobilière, automatiquement, a un impact sur les véhicules immobiliers. Parce que le sous-jacent, à l'intérieur des portefeuilles, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de l'immobilier, donc des actifs. Et quand le marché souffre, indirectement, la SCPI souffre. Mais toutes ne souffrent pas de la même façon. Celles qui souffrent le plus, en l'occurrence, en ce moment, ce sont les SCPI historiques qui avaient pas mal de pondération au bureau. Et le bureau, avec la crise du Covid, la mise en place du télétravail, a beaucoup souffert et souffre encore. Donc il y a une vraie transformation, c'est vraiment structurel. Donc l'immobilier de bureau a un impact sur un certain nombre de SCPI, d'OPCI aussi, mais de SCPI, ce qui fait qu'on a, dans cette crise immobilière, on a eu des véhicules d'investissement, des SCPI, qui ont plus souffert que d'autres. Voilà. Donc tout dépend de la stratégie d'investissement, la diversification à l'intérieur de la SCPI, géographique, sectorielle, etc. Et donc, en revanche, on a les acteurs, les sociétés de gestion de portefeuille, on gère la liquidité, c'est-à-dire que il y a des demandes de retrait, il y a des rachats sur les OPCI ou sur les SCI. Et donc, ce sont les sociétés de gestion, souvent en lien aussi avec l'assureur, qui font la liquidité ou qui organisent la liquidité dans l'intérêt des porteurs de parts, des épargnants, au mieux. Voilà, c'est pas toujours facile puisque c'est souvent dans ces crises immobilières où il y a aussi un manque de liquidité, même, je dirais, du sous-jacent qu'est l'immobilier. Il y a moins de transactions et donc c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Qui demande du temps long, l'immobilier. De toute façon, on le sait quand on investit nous-mêmes en immobilier, on sait que ça prend du temps. C'est pareil finalement, le sous-jacent reste de l'immobilier avec les SCPI. Et en 2008, qui était une crise financière finalement mondiale, même une crise immobilière aux États-Unis, même après qui s'est propagée un peu partout, ça s'est passé comment pour les SCPI? En fait, ça s'est bien passé. La performance a été à peu près flat, c'est-à-dire proche de zéro, mais on a beaucoup appris, les acteurs de la gestion de portefeuille, on a beaucoup appris de la crise des années 90, que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, ça a amené à des réformes pour améliorer les produits, dont les SCPI, qui ont bien traversé cette crise-là. Et l'OPCI est né à ce moment-là, justement, finalement, de cette crise, à la fois des années 90 et de 2007, est né l'OPCI, qui a maintenant un peu plus de 15 ans, même 17 ans d'existence. Et c'est vrai qu'on a vu une grande disparité entre les SCPI historiques, comme tu disais, parfois dans le bureau, et des SCPI un peu plus agiles, parfois plus récentes, qui même ont pu profiter de la crise, à l'opposé finalement de certaines SCPI historiques. D'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes SCPI. Est-ce que c'est une tendance aujourd'hui? Les SCPI, finalement, les sociétés de gestion sont intéressées par créer des nouvelles SCPI aujourd'hui? Alors, oui, effectivement, en fait, on s'aperçoit, mais ça c'est très sain, je trouve, c'est que du coup, le marché, en réaction à cette crise, alors qui impacte pas tout le monde de la même façon, encore une fois, ce sont les SCPI diversifiés qui ont le mieux résisté dans cette crise-là, et celles qui étaient le moins exposées au bureau. Mais clairement, aujourd'hui, effectivement, le marché reste dynamique, et ça c'est sain, ce que je disais. On a eu 19 créations de SCPI en 2024, donc vous voyez, c'est... je pourrais dire très dynamique. L'opportunité étant qu'en créant des SCPI, ça permet, comme le marché a corrigé, de rentrer sur des points bas de marché. Donc ça veut dire sur des taux de rendement qui sont assez élevés, de pouvoir donner un niveau de distribution très satisfaisant, puisqu'on a vu des SCPI qui communiquaient en disant qu'elles pouvaient distribuer 7% ou 8%. Voilà, enfin, après, dans des niveaux beaucoup plus importants que, je dirais, l'historique récent des SCPI. Et donc, en fait, c'est de créer des SCPI pour se positionner sur les marchés porteurs, encore une fois, soit géographiquement, soit sectoriel. Donc, ça veut dire qu'elles n'investissent pas beaucoup dans le bureau ou alors sur des bureaux qui sont très décotés pour offrir un niveau de distribution qui soit largement supérieur à ce qu'offrent les SCPI historiques,
plus importantes, plus traditionnelles dans leur gestion. Et donc, comme ça, arrivent à capter de la performance. Mais à un moment donné, effectivement, ces SCPI collectent, c'est elles qu'on retrouve d'ailleurs dans les meilleurs collecteurs en général. Mais ces SCPI, à un moment, c'est clair que quand le marché va se normaliser, elles rentreront, je dirais, dans des niveaux de distribution de rendement à peu près équivalentes à la moyenne du marché, à terme. Alors, on a un petit peu parlé déjà de la liquidité. Donc, est-ce que c'est facile de vendre ces SCPI? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a aussi un marché secondaire sur lequel on peut revendre ces parts de SCPI? Alors, quand tout va bien, c'est facile. Quand on a une crise, effectivement, c'est plus difficile pour faire face au rachat. J'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, il y a moins de transactions dans le marché. Et donc, si on veut vendre pour faire face à la liquidité qui est demandée par les épargnants, c'est plus long, plus difficile de vendre dans des bonnes conditions les actifs qu'on détient en portefeuille. Quand il y a une crise, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place, qui existent, de gestion de la liquidité. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle le fonds de remboursement, en fait, qui est alimenté justement par les ventes d'actifs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe pour rembourser les porteurs de parts qui ont demandé des rachats. On vend des actifs pour faire face à cette demande de liquidité. Ça, c'est une obligation pour la SCPI d'avoir une poche? Non, c'est la SCPI, c'est la société de gestion qui décide de mettre en place ça. Parce que certaines n'ont pas de demande de rachat de SCPI. Donc chaque SCPI s'adapte en fait en fonction du profil des épargnants, ce qu'on dirait du passif, pour pouvoir faire face à cette demande de liquidité. Ensuite, il y a un mécanisme de compensation différée grâce à la collecte. C'est-à-dire quand vous collectez, finalement, si vous avez de l'autre côté des porteurs de parts qui veulent vendre, vous pouvez satisfaire les rachats par la nouvelle collecte. Enfin, il y a un marché aussi secondaire pour les SCPI à capital fixe. C'est-à-dire le capital n'est pas variable, il reste fixe. Et là, on peut organiser justement un marché secondaire. Et sinon, il y a un marché, on va dire, de gré à gré, qui ressemble en fait à un marché secondaire, qui est assuré par des intermédiaires régulés. C'est-à-dire que vous avez des plateformes qui vont recevoir à la fois des demandes de souscription de certains investisseurs et puis des demandes de rachat d'autres investisseurs. Et donc, vont pouvoir matcher la demande et l'offre, souvent avec une décote, et vont pouvoir comme ça satisfaire la liquidité. Ok. Quelles sont d'ailleurs les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, quelques petits conseils peut-être pour les particuliers qui nous écoutent et qui souhaitent investir en SCPI? Moi, je dirais, jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc, déjà, essayer de choisir 2 ou 3 véhicules de différentes sociétés de gestion avec des stratégies d'investissement qui peuvent être différentes. Plutôt choisir des stratégies d'investissement diversifiées. Alors, sauf si vous avez un très gros patrimoine, vous allez pouvoir dire je vais choisir, moi je crois à l'hôtellerie, une SCPI sur l'hôtellerie, et je crois à la logistique, une SCPI sur la logistique. Mais généralement, ce que je conseille, c'est de placer dans des véhicules qui sont diversifiés. Ça permet de vraiment mieux gérer le risque, clairement, et de l'investir dans 2 ou 3 véhicules gérés par des sociétés de gestion différentes. Alors, comment tu vois maintenant le marché immobilier d'ici à 10 ans? Est-ce que tu anticipes certaines tendances? Oui, effectivement, les tendances. Alors déjà, il y a des tendances dans la distribution. C'est beaucoup plus digitalisé qu'auparavant. Il y a eu une accélération, et depuis le Covid aussi quelque part, donc de pouvoir souscrire en ligne directement des SCPI ou tout type de véhicule d'ailleurs. Et donc ça, c'est une vraie tendance dans la distribution, digitalisation de la distribution, dans la souscription, et faciliter finalement le parcours et l'expérience client. Ça, c'est une vraie tendance. Ensuite, dans la stratégie d'investissement, auparavant, on investissait beaucoup plus que dans les murs. Vous achetez, par exemple, un commerce, vous achetez les murs du commerce ou d'une galerie commerciale, par exemple. La tendance a évolué pour acheter à la fois les murs et le fonds de commerce. Aussi bien dans le commerce, mais c'est aussi vrai pour tout ce qui apporte des services, l'hôtellerie par exemple, vous achetez les murs d'hôtel, mais aussi le fonds de commerce. Et puis la tendance maintenant, qui commence à gagner en volume, c'est aussi d'intégrer tout ou partie de l'exploitation pour capter plus de valeur pour l'épargnant. C'est-à-dire, quand vous achetez les murs d'un hôtel, vous achetez le fonds de commerce, mais vous allez aussi contractuellement, à travers des formes de baux ou on appelle ça management contract, de capter la valeur créée
par l'exploitant sur l'hôtel. Je prenais l'exemple de l'hôtel, mais c'est vrai dans d'autres classes d'actifs. Ça va être vrai pour la santé, ça va être vrai pour la logistique, ça va être vrai dans beaucoup de classes d'actifs. Donc ça, c'est une vraie évolution. Et du coup, ça nous amène aussi à ce que les véhicules vont mettre en place, alors soit pour une petite part dans les véhicules diversifiés, soit une part plus importante, voire même une stratégie d'investissement, value add, ça veut dire de prendre un peu plus de risques, d'accord, pour avoir plus de performance, plus de valeur à terme. Je vais acheter, ça veut dire que je vais par exemple acheter en blanc un actif immobilier où je vais construire, mais je n'ai pas le locataire, mais je vais après trouver le locataire. Et donc, comme je prends un peu plus de risques, j'ai une meilleure performance. Donc ça, c'est aussi une tendance. Alors, soit ça va se faire pour un petit pourcentage dans le fonds diversifié et amener un petit peu plus de plus-value à moyen long terme, soit ça va se faire de manière beaucoup plus importante dans certains véhicules, au PCI ou autres. Ça, ce sont les vraies tendances que l'on observe sur le marché. Value add, juste du coup, c'est donc apporter finalement de la valeur au bien. C'est ça. Ça peut C'est être de des l'anglais en constructions. fait qui veut dire value added, c'est la valeur ajoutée Ok. qu'on peut va être pouvoir travaux. capter. Ouais. Ça peut être des travaux, une restructuration d'immeubles, effectivement. Voilà, c'est de travailler, de valoriser l'immeuble de manière plus importante, peut-être en prenant un petit peu plus de risques, les risques maîtrisés, mais quand même prendre un petit peu plus de risques au départ. Donc ça, c'est une vraie tendance. Ensuite, la tendance, alors qui existe déjà, qui est bien ancrée, c'est tout ce qui est ESG, ISR. Voilà, c'est de développer des politiques d'investissement socialement responsable, ou ESG, pour environnement social et gouvernance, c'est-à-dire d'avoir des immeubles plus vertueux sur le plan environnemental, plus résilience climatique des immeubles, la transformation énergétique des immeubles. D'ailleurs, on a fait passer une loi pour les SCPI pour pouvoir, dans cette loi de l'industrie verte, avoir par exemple des panneaux photovoltaïques sur les toits d'immeubles ou d'ateliers, par exemple d'anthropologistique, enfin en tout cas de pouvoir mettre du photovoltaïque par exemple, ou d'autres formes d'énergie renouvelable. À la fois, il y a ce côté ESG, mais il y a aussi le côté efficience énergétique des immeubles. Et ça, les acteurs y travaillent énormément. Donc là, si je prends l'exemple des panneaux photovoltaïques, mais si un immeuble a des panneaux et que l'électricité est revendue, par exemple, sur le réseau, donc ça peut être des revenus finalement pour la SCPI. Oui, tout à fait. Et en fait, ça n'existait pas. La loi le permet depuis peu. Okay. C'est ça qu'il faut voir. C'est une évolution. Alors, dans un certain pourcentage, mais voilà, c'est une vraie tendance. On parlait de tendance. Ça, c'est une vraie tendance, effectivement. Alors, moi, de mon côté, je vois aussi la tendance des investisseurs particuliers qui veulent aussi investir de manière régulière sur les SCPI. Donc, un petit peu comme finalement sur un bien immobilier où il va y avoir des mensualités de crédit à rembourser. Il y en a certains qui veulent investir en SCPI un petit peu tous les mois. Je ne sais pas si c'est une tendance aussi que tu as observée. En tout cas, moi, c'est une tendance que je vois et cette demande aussi d'avoir des SCPI avec une décimalisation, donc pouvoir acheter aussi parfois des fractions de parts de SCPI. On le voit, on voit en tout cas des SCPI qui permettent l'investissement programmé. Ça, c'est intéressant. Alors, tout à fait. Alors, c'est une tendance, je ne sais pas s'il faut la qualifier de très forte. Oui. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est une tendance. D'ailleurs, avant, il y avait, pour créer des parts de SCPI, il y avait un montant minimum, je crois que c'était 150 €. Aujourd'hui, il n'y a plus de montant minimum, donc on peut vraiment faire ce que l'on veut. On peut investir 1 euro, si on voulait, par semaine, par mois, par jour, je ne sais pas. Okay. Mais c'est effectivement, et toujours l'objectif, souvent, c'est encore une fois, constituer une épargne pour la retraite, et c'est souvent le moteur de ce type d'investissement. Et puis finalement, de lisser aussi pour les performances, les cycles en investissement de manière régulière. Mais ça, c'est vrai pour tout type de placement. Et autre tendance aussi, tu parlais donc du fait qu'il y a de plus en plus de jeunes SCPI. Est-ce que ça, c'est une tendance qui va durer? Est-ce que ça permet aussi d'avoir plus de concurrence finalement sur le marché des SCPI? Et donc, finalement, est-ce que ça va dans l'intérêt des investisseurs particuliers? Oui, ça va. À partir du moment où il y a plus de concurrence, ça va toujours dans l'intérêt de l'utilisateur final ou de l'investisseur final en l'occurrence. Donc effectivement, d'avoir plus de choix. Je pense aussi que du coup ces nouveaux produits vont tout de suite, je dirais, se mettre au goût du jour sur la façon de structurer ces véhicules-là, sur la stratégie d'investissement.
sur la communication de ces produits-là de manière plus digitalisée, on l'évoquait tout à l'heure. Donc moi je crois, et puis qui vont aussi, du coup, pour certaines, comme elles sont nouvellement créées, elles vont vouloir aussi investir peut-être plus à l'étranger qu'une SCPI traditionnelle qui est peut-être amenée à modifier sa stratégie d'investissement de manière, on est réglementé par l'AMF, donc il faut, voilà, si le prospectus ne permet pas d'investir, je ne sais pas, dans telle zone géographique, il faut pouvoir le prévoir. Et donc ces SCPI se mettent tout de suite au goût du jour, on va dire. En ce moment, voilà, il y a beaucoup l'Espagne, l'Italie, enfin l'Europe du Sud c'est plutôt porteur, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 5 ans, 10 ans auparavant, où c'était plutôt l'Allemagne sur laquelle tout le monde voulait investir. Donc aujourd'hui, voilà. Donc il y a ces possibilités-là qui sont offertes aujourd'hui au client final. Alors maintenant, on passe à une partie de questions-réponses rapides. Donc l'idée, c'est de répondre très rapidement, peut-être en un mot. Et ensuite, on reviendra dessus si besoin. Alors, immobilier physique ou immobilier papier? En 2 mots, les deux. Les deux. SCPI de bureau ou SCPI de santé? Question difficile, parce que les deux souffrent aujourd'hui. Mais acheter du bureau sur des niveaux décotés, ça peut être aussi intéressant. SCPI thématique ou diversifié? Diversifié. SCPI de rendement ou SCPI fiscal? SCPI de rendement. Les SCPI doivent-elles être davantage régulées pour la sécurité des investisseurs ou le sont-elles déjà assez? Elles sont déjà assez. Il y a la réglementation européenne et la réglementation locale. Bon, souvent, normalement, elles sont en phase, mais on en a déjà beaucoup de la réglementation. Un type de produit immobilier à éviter? Aujourd'hui, ça serait le bureau en seconde couronne parisienne. Si tu devais choisir une seule SCPI? C'est une question difficile. Je regarderai la performance historique. Un mythe que tu souhaites casser sur l'immobilier non coté? Alors là, c'est franchement évident. L'immobilier non coté, c'est pas une rente, contrairement à ce que beaucoup véhiculent dans le discours, et ce qu'on peut encore entendre. C'est un secteur qui contribue à l'économie réelle de manière significative, et donc il faut l'encourager. On est vraiment ancré dans l'économie réelle, on est ancré aussi sur les territoires, on n'est pas déconnecté, ce n'est pas une rente. Maintenant, on va passer aux questions de la communauté. On a reçu des questions sur l'immobilier non coté. Première question, comment investir dans l'immobilier non coté avec un petit capital? Tout à l'heure, tu l'as dit, finalement, c'est de faire des versements réguliers sur longue période. Donc, on peut très bien mettre 100 € par exemple, tous les mois, dans un véhicule ou plusieurs véhicules, peu importe, et de manière régulière. C'est ça, on pourrait même citer aussi l'assurance vie, où on peut acheter des fractions de parts d'SCPI ou d'OPCI ou de SCI d'ailleurs. Oui, tout à fait. Deuxième question, j'ai 20 ans, est-ce une bonne idée de commencer à investir dans de l'immobilier non coté type SCPI? Plus tôt on commence, mieux c'est. C'est comme acheter son appartement, plus tôt on commence, mieux c'est. Là c'est pareil pour la conseiller sur patrimoine, en perspective de la retraite par exemple, c'est très bien de s'y prendre le plus jeune possible. Ça, c'est vrai, de toute façon, pour tout investissement. Pour tout investissement. Autre question, quelles sont les mesures réglementaires qui protègent les épargnants investissant en SCPI? Si c'est de la détention directe, il faut savoir qu'en fait, une SCPI, n'importe qui ne peut pas gérer une SCPI. Ça doit être géré par un professionnel, donc une société de gestion de portefeuille qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc déjà, il y a un agrément pour la société de gestion qui va gérer le véhicule. Le véhicule lui-même est agréé par l'AMF, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de contrôles, de règles à respecter. Ça, c'est déjà, c'est une première, je ne veux pas dire que c'est une sécurité, mais voilà, ça, en tout cas, ça encadre vraiment le véhicule. C'est fait pour protéger les investisseurs. C'est fait pour protéger les investisseurs. Les actifs sont conservés, c'est-à-dire chez un dépositaire, c'est-à-dire qu'il y a un dépositaire qui lui aussi a une mission de contrôle là-dessus. Et puis souvent, vous avez un commissaire aux comptes qui lui va aussi contrôler le véhicule, qui contrôle aussi la société de gestion. Donc tout ça rentre dans quelque chose qui est très encadré et qui est assez rassurant pour les investisseurs. Bien sûr, après, dans la stratégie d'investissement, là, il faut avoir le reporting nécessaire et faire ses propres contrôles sur l'application de la stratégie d'investissement. Alors, c'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. On demande à chacun de nos invités, finalement, quel est son meilleur conseil, quel est son secret d'investisseur à garder en tête, et pour tous ceux peut-être qui nous écoutent aussi, qui débutent dans l'investissement. Juste avant cette question, on aime bien aussi poser la question de, finalement, toi Frédéric, comment tu investis ton argent?
Alors, comment j'ai investi mon argent? Parce que voilà, j'ai commencé le plus jeune possible. Déjà, dans l'immobilier de ma résidence principale, ça c'était important. Donc effectivement, je dirais c'est la première règle. Ensuite, j'ai investi de manière assez diversifiée dans différents types de finalement aussi d'enveloppes. Alors des enveloppes, j'aime pas la fiscalité. Je suis très méfiant sur la fiscalité. En revanche, il y a des enveloppes fiscales mais qui sont pérennes, comme l'assurance vie. Donc, c'est le faire à travers l'assurance vie. Alors, ça peut être de manière prudente ou de manière diversifiée. Moi, je suis plutôt diversifié dans mes investissements. Aussi à travers le PEA, parce que je crois beaucoup dans les vertus du marché action et ça contribue à l'économie aussi. Et le secret, parce que tu évoquais le secret. Oui, quel est ton secret quel est mon d'investisseur? secret? On n'a pas de secret, parce que sinon je ne travaillerais pas depuis depuis ton âge, je ne travaillerais plus, je serais rentier si j'avais la martingale. Non, le secret, c'est de comprendre dans quoi on investit. C'est-à-dire n'investissez jamais dans un véhicule d'investissement en direct ou en indirect, dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà. Moi, il y a certains produits que je ne comprends pas. Ça peut être des produits structurés, ça peut être le Bitcoin, ça peut être plein de choses. Je n'investis pas quand je ne comprends pas. Voilà, je veux comprendre quels sont quand il y a des facteurs exogènes ou endogènes à l'investissement. Je veux comprendre qu'est-ce qui va faire que mon investissement sera bon ou pas bon, comment il évoluera, comment je peux anticiper. C'est ça qui est important, c'est de bien comprendre dans quoi on investit. Super. Merci beaucoup d'être venu et merci d'ailleurs à la SPIM pour ce que vous faites et merci d'être venu faire de la pédagogie finalement sur la SCPI, sur l'immobilier non coté. Merci Mathieu.